Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des small et mid cap européennes, avec l'idée que les planètes sont peut-être en train de s'aligner pour cette classe d'actifs ou cet univers d'investissement. Plus précisément, Raphaël Moreau est à mes côtés en plateau pour en parler. Co-CIO d'Amiral Gestion. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup. Maison de stock picker, mais on va quand même partir des grands facteurs, j'allais dire un peu global, macro, géopolitique, entre ce qui se joue sur les tarifs douaniers, ce qui se joue en Allemagne également, avec la perspective d'une Allemagne plus dépensière pour la défense et pour les infrastructures, et puis sur le terrain géopolitique avec la perspective toujours fragile, mais peut-être devant nous quand même d'un apaisement du conflit entre l'Ukraine et la Russie, je le formulerai ainsi, Raphaël. À travers ces différents facteurs, là, quelle est votre compréhension de ce qui se joue et de ce qui se joue notamment pour cet univers d'investissement des small et mid cap en Europe? Très bien. Super introduction. Voilà, c'est le brief. Donc oui, effectivement, il se passe des choses un peu partout et qui ont une influence en Europe, donc à Washington, à Berlin, à Moscou. Ouais. Alors on va commencer par l'éléphant dans la pièce, c'est Washington. Donc avec, juste pour remettre en perspective, l'objectif peut-être qu'essaye d'obtenir Donald Trump et l'administration américaine. Je ne commenterai pas à la forme, mais on va essayer de comprendre en partie au moins le fond. Oui. Et donc l'objectif qui est quand même clair, c'est de rééquilibrer le commerce mondial. Donc que les États-Unis produisent davantage et consomment moins, et inversement que la Chine consomme davantage et produisent plus. Il faut bien se rendre compte que depuis 2007, 2008, le taux de change entre le yuan et l'euro-dollar et le dollar, est resté stable. Alors que la Chine, donc, depuis 15-20 ans, accumule des excédents absolument stratosphériques vis-à-vis des États-Unis, et pas seulement. Et du reste du monde, oui. Voilà. Et la théorie économique des taux de change flottants voudrait que le yuan s'apprécie face aux autres devises, puisque les exportateurs rapatrieraient donc les capitaux dans leur propre pays, et ce qui ferait monter la devise, et donc permettrait de rééquilibrer la compétitivité en fait relative. Ça ne se passe clairement pas. Peut-être parce qu'il y a le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve internationale, mais il y a aussi clairement la stratégie de la Chine de prioriser son industrie au détriment de sa consommation. Déjà, pendant la crise de 2008, on se disait que ça serait peut-être le déclencheur d'un rééquilibrage vers plus de consommation. Ce n'est pas arrivé. Donc c'est ça que veut forcer... mettre fin à ce mercantilisme forcené de la Chine. Exactement, parce que les conséquences concrètes, c'est que l'industrie chinoise ravage l'industrie du reste du monde. Aujourd'hui, l'industrie chinoise, il faut se rendre compte, c'est l'industrie chinoise, c'est davantage que l'industrie américaine, japonaise, coréenne, allemande, réunies, qui sont les 4 principales... La production industrielle chinoise est supérieure à la production industrielle combinée de ces 4 principaux concurrents. Voilà, donc la Chine mérite bien son nom d'usine du monde. Voilà. Et donc, ça crée tout un tas de problèmes économiques, de problèmes de dépendance géopolitique des États-Unis aussi vis-à-vis de leurs principal fournisseurs. Et donc, l'objectif, c'est d'obtenir un rebalancing. Alors, est-ce que, comme Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater, est-ce que ça sera un beautiful rebalancing ou pas, ça on n'en sait rien, mais il faut bien se rendre compte que c'est un changement économique majeur pour le monde qui essaye de s'activer par cette occasion. Essayons d'imaginer un monde où la classe moyenne chinoise s'enrichit très fortement, par exemple via une hausse du taux de change. C'est ce qui s'était passé en 85 avec les accords du Plaza entre le dollar et le yen et le Deutsche Mark, où le yen avait doublé de valeur en 2 ans face au dollar. Donc on essaye d'imaginer ce monde, ça aurait des impacts absolument colossaux pour toutes les industries dans le monde entier. Voilà. Donc, alors à court terme, par contre, ce qui est sûr, c'est que la visibilité, elle est inexistante. La confiance des agents économiques est en chute libre aux États-Unis et puis évidemment avec des impacts aussi ailleurs. Et donc ça c'est récessif. Je comprends, parce qu'on est dans cette période de transition, comme dirait Trump, effectivement, avant de voir le nouveau monde naître d'une certaine manière. L'absence de visibilité disparaisse assez vite. Je comprends. Voilà. Donc les small caps, dans tout ça, on va pas dire que c'est un havre de paix, clairement pas, parce qu'elles sont aussi sensibles quand même à cet environnement angoissant et insensible et stressant, mais elles sont quand même beaucoup moins concernées que les grandes valeurs. Pour faire simple, plus c'est petit, plus c'est domestique. Donc les micro-caps, elles sont françaises, les small-caps, elles sont parfois un peu européennes, les mid-caps, elles sont européennes et un peu internationales, et les large-caps, elles font l'essentiel de leurs profits en dehors d'Europe. Et à travers les frontières.
Voilà. C'est ça. Et puis en plus, voilà. Donc les small caps, elles sont plus domestiques, plus européennes, voilà en tout cas. Et en plus, il faut aussi neutraliser ce qui ne franchit pas les frontières, ce qui est quand même l'essentiel de leur activité. Bon, des effets positifs et négatifs, mais au final, vous dites, en relatif par rapport à des grandes valeurs, les small et mid cap européennes ne sont pas celles qui seront le plus affectées par ce changement de monde ou cette recomposition de la mondialisation ou des forces en présence. Voilà, elles ont des caractéristiques rassurantes qui étaient plutôt une faiblesse parce qu'elles étaient plutôt exposées à l'Europe. Là, c'est plutôt une force relative dans le contexte. Ce qui se passe à Berlin, Raphaël. Donc Berlin, c'est un petit peu passé derrière le rideau là pendant quelques semaines, vu que ce qui se passait aux US. Une actualité chasse l'autre, vous savez comment ça se passe. Mais on a quand même bien insisté ici et pas que ici sur le moment historique d'ailleurs, je me souviens du 4 mars dernier avec le discours de Friedrich Merz et en à l'issue des élections. Juste pour resituer un tout petit peu, ça a été très très vite. Donc pour rappel, fin février, élection en Allemagne. Donc la CDU, le SPD vont pouvoir faire un accord de coalition et aimeraient dépenser plus. Sauf que pour dépenser plus, il faut réformer la Constitution. Et ça, le nouveau Parlement n'a pas la majorité au Bundestag. Donc ils ont convoqué l'ancien Bundestag, où là, il y avait encore la majorité des partis centristes, qui a pu faire... Donc c'est pour ça que ça a été très très vite, beaucoup plus vite qu'on pouvait l'imaginer. Coup de génie politique pour les uns. Trahison. Ou trahison pour... trahison, oui, c'est ça. Trahison budgétaire même pour d'autres. Oui, bien sûr. Donc ça a été très très vite, mais on n'a toujours pas de gouvernement en Allemagne. Donc c'est ça qui là, ça arrive là. Donc là, ça arrive la semaine prochaine. Donc il faut s'attendre qu'à partir de la semaine prochaine, on ait des annonces, un gouvernement. On rentre dans l'exécution, quoi. Germany is back, voilà. Et donc ils ont déjà prévenu les parlementaires qu'il fallait pas prévoir de vacances au mois de juillet, parce que il y a un peu de pain sur la planche. Pour aller vite, pour qu'il y ait des mesures qui aient un impact dès 2025. Par exemple, amortissement accéléré pour les entreprises qui investissent. Des baisses d'impôts, peut-être un plan de relance sur l'automobile, on verra tout ça la semaine prochaine. Mais il y a des trucs à attendre dès le budget 2025. Oui, il va y avoir une petite poche quand même dans le budget 2025 rectificatif qui peut déjà apporter un petit peu de détente. Améliorer la confiance, mais c'est vrai que ça commencera surtout à avoir un impact. Éviter une nouvelle année de stagnation totale de l'économie allemande, si ça peut être un objectif. Oui, tout à fait. Donc là, on parle du plan Marshall en termes d'ampleur, c'est ça. Et sur plus de 10 ans, 500 milliards dans les infrastructures, des dépenses illimitées potentiellement. Donc c'est sûr que ça fait beaucoup d'argent qui va être investi outre-Rhin et avec potentiellement aussi un effet d'entraînement sur le reste de l'Europe. Bien sûr, et des perspectives, là c'est assez évident effectivement pour les entreprises les plus locales, small et mid-cap allemandes en premier lieu et sans doute européennes également, on pourra y revenir. Un mot de ce qui peut se jouer sur le plan géopolitique avec l'idée d'un, je ne sais pas comment le formuler, d'une accalmie, d'un apaisement, d'un cessez-le-feu, d'une paix éventuelle entre l'Ukraine et la Russie. Ça aussi, on vit avec ça depuis 3 ans, plus de 3 ans maintenant. Beaucoup estiment que c'est devenu un espèce de new normal, mais si ce new normal change pour quelque chose de mieux, si je puis dire, Raphaël, ça aura aussi des effets. Oui, déjà de manière très concrète sur le plan énergétique, qui était quand même le gros de la crise en 2022, tout simplement parce qu'il y aura moins de stress sur le sujet énergétique, un repli des prix du gaz. Alors, les spécialistes parlent de 20 à 30% de baisse du prix des gaz. Une des grosses incertitudes, c'est est-ce qu'on se laissera tenter à racheter du gaz de pipeline russe sans pour autant recréer les dépendances précédentes. On n'avait pas banni le gaz. On a banni le pétrole, je crois, mais le gaz est resté accessible en partie. Alors, modulo les infrastructures, on achète surtout etc., du LNG, mais c'est ça. Effectivement, le pipeline... le gaz par pipeline, oui. Lui, quand même, il y a eu une forte baisse. Et puis, il y a les Russes qui avaient un peu coupé le robinet aussi. Oui. Mais effectivement, il y a une partie qui arrive quand même en Europe. Donc ça sera favorable sur le plan d'inflation. Donc, de manière générale, ça va être bon pour alimenter aussi la baisse de taux en Europe. Et donc, en fait, les effets, ils sont assez diffus et assez généraux. Baisse de risque géopolitique européen, et puis aussi opportunité peut-être dans la reconstruction. Alors, soit dans les infrastructures, les ponts, les routes, etc. Mais aussi agriculture. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est un grenier, le grenier, mais bien sûr, de l'URSS. Bien sûr. Mais il paraît que 15% des terres sont en fait saccagées. Donc, il va falloir les remettre en état pour repartir sur... Une fois qu'on a dit ça, Raphaël, parce que le temps tourne, et qu'on voit ces planètes un peu macro ou ces facteurs un peu globaux
s'aligner pour les small et mid cap. Comment ça se traduit en termes d'axes d'investissement pour vous dans les stratégies dédiées chez Amiral Gestion? Oui, donc, comme je disais déjà, on est un peu plus à l'abri, on va dire, des sujets de droits de douane. Donc quand vous êtes investi dans Groupe Guillain qui fait de l'emballage alimentaire en Europe, bon, vous pouvez vous poser des questions quand même sur le monde, mais a priori vous êtes assez isolé. Quand vous êtes Norconsult qui fait, c'est des architectes qui travaillent sur des plans d'infrastructure en Norvège. Bon, avec l'État norvégien derrière, qui a les reins solides, vous inquiétez pas trop. Voilà. Donc après, il y a tout ce qui se joue autour de l'Allemagne. Donc là, il y a de nombreux dossiers qui sont quand même concernés. Ouais, c'est vaste comme univers. Voilà, donc il y a tout ce qui est autour de la défense déjà. Donc nous, malheureusement, on n'a pas été investi dans des sociétés pure play de défense où ça a été, d'ailleurs, ça a été aussi très très vite et certains aspects assez bullesques sur un certain nombre de dossiers, même s'il faut évidemment trier. Voilà, tout n'est pas jeté, hein, évidemment, enfin, en termes de valorisation. Mais par exemple, on est exposé sur une société suédoise qui s'appelle Nordrest, qui est un petit Sodexo, mais qui a 50% de son activité dans la défense. C'est une société gérée par un ancien militaire. Oui. Un militaire qui mange, c'est un militaire qui est opérationnel. Exactement. Un militaire qui mange pas, c'est un militaire qu'il faut gérer, quoi. Voilà, les cantines, les casernes en Suède, service militaire obligatoire, hommes et femmes, 12 mois en Suède. Voilà. Et puis aussi, ils font, et c'est important dans leur activité, des rations pour l'OTAN, en fait. Donc, des petits paquets préparés. Bon, voilà, il y a pas mal on a quand même 13% du portefeuille dans Sextant PME qui est investi sur des sociétés qui ont au moins une petite partie de leur activité dans la défense. Voilà. Après, il y a tout ce qui est autour des infrastructures. Donc, je pense à Contron, par exemple, qui est dans les systèmes de communication. Alors eux, ils sont à la fois présents dans le militaire, mais aussi dans le train. C'est le leader en Europe sur les systèmes de communication modernes 5G dans les trains. Donc ils ont eu beaucoup d'activités sur le Grand Paris, par exemple. Là, en Allemagne, on dit que le système ferroviaire allemand est pire que le système anglais. D'accord, oui. Bon. Donc la Deutsche Bahn a commencé par dire que sur les 500 milliards, eux, ils voulaient bien 250. On prendra la moitié, oui, c'est ça. Et donc là, il va y avoir beaucoup d'activités. Encore un mot. Voilà, non, et puis après sur l'Ukraine, c'est beaucoup plus diffus. Bon, on a certaines sociétés comme Sarantis en Grèce, qui est aussi présent dans les Balkans, qui a 5% de son activité en Ukraine, mais c'est beaucoup plus diffus sur le climat en général. Je comprends. Ouais. Merci beaucoup, Raphaël. Merci d'être venu nous exposer vos convictions sur ce marché des small et mid cap européennes. Vous êtes co-directeur des investissements d'Amiral Gestion. Vous supervisez notamment la stratégie et le fonds Sextant PME chez Amiral Gestion.